Bébête, Braise, Atao, bonjour à tous, chers amis, je suis Boris Lelay. Nouvelle vidéo aujourd'hui, avec pour thème, un thème important, je crois, que je voulais aborder, qui s'intitule Guerre globale contre Poutine et la Russie. Ce qu'il faut savoir, et ce que les cadres du FSB savent, c'est que le plan d'attaque nucléaire américain mis au point pour frapper la Russie en cas de guerre visait en gros 300 sites clés stratégiques, des sites industriels, etc., qu'il fallait absolument anéantir instantanément pour mettre en moins de 24 heures la Russie à genoux. La puissance financière anglo-américaine et leurs alliés ont voulu procéder à l'application de ce plan par des moyens non militaires, et donc par la liquidation des éléments clés de l'industrie russe, par des liquidations qui a priori n'avaient aucun sens, mais qui avaient un sens, c'est-à-dire qui consistait à briser la Russie comme puissance. C'est ce qu'a arrêté Vladimir Poutine. Et donc il a commencé par faire arrêter littéralement les principaux oligarques, ou à faire fuir les autres, etc., en reprenant la main sur les médias, etc. Et effectivement, un nombre significatif d'entre eux étaient des juifs. Donc certains aujourd'hui sont réfugiés en Israël, d'autres se sont réfugiés à Londres, ce n'est pas un hasard. Évidemment, Khodorkovsky, lui, a été mis en prison. Donc il a restauré l'ordre, et il a aussi sauvé, j'allais dire, les meubles, en quelque sorte. Mais la Russie a perdu, dans cette liquidation, 40% de son potentiel stratégique et industriel. Donc évidemment, c'est une perte considérable qui a fait beaucoup de mal à la Russie. Alors, évidemment, je dis qu'il a sauvé l'essentiel, ça ne veut pas dire que toute la politique qu'il a voulu mettre en œuvre a été systématiquement appliquée, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des résistances. C'est pas parce que Poutine a entrepris de reconquérir du terrain que il l'a reconquis sans difficulté. Beaucoup d'oligarques ont fait profil bas, se sont ralliés au régime, n'ont pas fait de politique, car Poutine a dit en somme, vous ne faites pas de politique, vous ne parlez pas à l'étranger, vous ne vous liez pas aux intérêts étrangers, au plan politique, et moi je vous laisse faire des affaires. Donc il y a une espèce de trêve. Il en a neutralisé certains, il a fait une trêve avec d'autres, et effectivement certains oligarques juifs et russes ont continué à prospérer sous Poutine, parce qu'ils ont en quelque sorte fait une trêve. Parce que Poutine ne pouvait pas renverser tout le monde. Poutine n'a pas le pouvoir que Staline avait en son temps. Donc il faut comprendre que Poutine n'est pas omnipotent en Russie. Donc il affronte singulièrement toutes les puissances thalassocratiques qui voient dans l'émergence d'un pôle continental unifié et fort qui serait un pôle euro-russe une menace mortelle. C'est exactement la même dialectique qu'a dû affronter Bonaparte en son temps et à sa suite Adolf Hitler. Bonaparte n'était pas prévu. Ça ne veut pas dire que Bonaparte a rompu totalement avec les idées des Lumières, au contraire, puisque par sa puissance, il a fait rayonner les idées des Lumières, les idées subversives des Lumières dans les pays d'Ancien Régime, notamment d'Europe centrale, par exemple. Mais cependant, au plan politique et au plan géopolitique, il a véritablement nui au plan de l'oligarchie financière, et notamment anglaise. Donc, c'est un accident que de voir cette puissance continentale émerger, qui est fondamentalement, qui entrave fondamentalement la puissance financière et thalassocratique dont j'ai parlé, et d'abord de l'Angleterre, et puis de l'Empire anglais, puis plus tard de l'Empire anglo-américain, auquel s'ajoute maintenant une autre puissance thalassocratique, qui est la puissance juive, qui aujourd'hui est territorialisée en Israël, en partie, et qui est un îlot en quelque sorte. Donc, on pourrait y ajouter l'Australie, etc. Il y a une véritable solidarité naturelle entre les thalassocraties de type, j'allais dire, judéo-protestante. Voilà. Donc Bonaparte a affronté cette dialectique-là, il l'a découvert d'ailleurs assez frais, et ça a été caricaturalement illustré par le fameux épisode que vous connaissez tous, en 1815, quand il a perdu Waterloo, avec le coup des Rothschild qui ont fait une manipulation financière à l'époque, vous connaissez tout cela comme moi. Que ce soit conscient ou pas, les puissances thalassocratiques et bancaires n'aiment pas et combattent l'unification territoriale du continent européen. Hitler était un accident en ce sens que les victoires des démocraties occidentales contre les régimes d'autorité des empires centraux avaient permis de démocratiser et donc de transformer en plutocratie l'Allemagne, qui était une puissance économique dangereuse à l'époque pour l'Angleterre et incidemment pour la France, parce que c'était une puissance économique montante, une puissance démographique montante qui était, malgré le fait qu'elle soit protestante, encore, j'allais dire, autoritaire
et qui s'alliait avec l'Autriche-Hongrie, qui elle était restée catholique. Donc il y avait dans cette géopolitique-là un problème à régler, qui a été réglé en 1918 par la révolution social-démocratique, et donc le triomphe de la plutocratie occidentale. Quand Hitler est venu au pouvoir, il a brisé ça. En brisant cela, il a remis virtuellement sur les rails l'Allemagne, et lui a opté pour la force. On va pas y revenir, mais ça a nécessité une deuxième guerre mondiale. Et dans ce jeu dialectique, les Anglais, singulièrement Churchill, se sont démenés pour entraîner l'Allemagne et la Russie dans une guerre d'anéantissement mutuel, ce à quoi ils sont parvenus. On a eu une situation figée, que vous connaissez très bien, avec une Europe coupée en deux, mais disons que la moitié de l'Allemagne était conquise par les plutocraties. Ensuite, avec l'effondrement de l'URSS, l'avancée des plutocraties s'est portée sur les frontières même de la Russie, et même jusqu'à l'intérieur de la Russie. Parce que du temps de Yeltsin, les plutocraties occidentales ont cru avoir définitivement gagné sur toute la sphère européenne et eurasiatique. Poutine est arrivé et c'est le troisième accident. Après Bonaparte, après Hitler, troisième accident, Poutine, qui restaure la puissance comme il peut de son pays, et qui donc finalement, comme vous l'avez vu, a repris le contrôle de la Tchétchénie, etc. Moyennant quoi, comme en 1918, cette victoire apparente sur l'ennemi ne dure pas. Et il faut donc reprendre la guerre. Et on la reprend par contre sur des positions beaucoup plus avancées. Et maintenant, le front, il va de la frontière finlandaise, il descend le long des États baltes, de la Pologne et de l'Ukraine jusqu'en mer Noire, sans parler de la Syrie bien sûr. Et donc c'est cette guerre à laquelle nous faisons face. Et c'est très important à comprendre. Et là, je veux insister sur ce point-là. Et je veux qu'il faut quand même comprendre cette notion de capital historique. Tous ces efforts consentis depuis 3 siècles par les puissances occultes et financières pour instaurer leur ordre sur la totalité du monde, et singulièrement sur les pôles de puissance que sont l'Europe, l'Eurasie et le Japon, on l'oublie, tous ces efforts se concentrent en un instant T, c'est-à-dire que toute la somme de vos actions consenties pendant 300 ans se concentre à l'instant même où nous parlons. Donc le conflit que mènent les Américains aujourd'hui sur la frontière russe, c'est le résultat de tous les acquis des 3 siècles passés, avec les Américains, les Anglais, les démocrates de tous bords, et les puissances financières, etc. bien sûr. La guerre qu'ils mènent est la même depuis toujours. Et tous les efforts qu'ils ont consacrés, les guerres qu'ils ont menées, les soldats qu'ils ont perdus, les capitaux qu'ils ont investis, les échecs aussi qu'ils n'ont pas fort rencontrés, tout ça nous amène à la situation actuelle aujourd'hui. Ce capital accumulé, ce capital historique accumulé par les Occidentaux, aujourd'hui, les amène sur la frontière russe. Dans cette guerre qu'ils mènent à la Russie, aujourd'hui, c'est quitte ou double. Il faut comprendre donc que pour cet axe plutocratique, perdre aujourd'hui, c'est perdre 300 ans de progression, éventuellement. Et pour la Russie, de la même façon, de l'autre côté, la résistance, certes communiste de Staline, mais la résistance qu'ils ont réussi à conclure victorieusement contre l'Allemagne nationale-socialiste, qui leur a coûté 25 millions de morts, leur a permis de rester une puissance somme toute relativement souveraine. Si les Russes, et Poutine en particulier, échouent, tous ces sacrifices auront été en vain puisque leur pays sera divisé, démantelé, et la civilisation russe et orthodoxe sera anéantie, purement et simplement. Donc, les enjeux sont identiques des deux côtés. Aujourd'hui, malgré les apparences, la tension entre les deux blocs est à son maximal parce qu'il y a toute cette somme d'actions préalables qui se rencontrent actuellement, au moment où nous parlons, à la fois dans l'espace et dans le temps. Quel est le jeu qui est joué aujourd'hui par les Occidentaux contre Poutine et contre la Russie de Poutine? Ça consiste à détruire la Russie, à conquérir totalement l'Eurasie, à contrôler totalement l'hémisphère nord, puisque le Japon est déjà contrôlé, l'Europe est déjà contrôlée, donc on contrôlerait la totalité de l'hémisphère nord. Moyennant quoi, par le sud et le Pacifique, on pourrait complètement encercler la Chine. La Chine encerclée, qui a beaucoup d'ennemis, le Vietnam, etc., ne pourrait pas devenir une menace stratégique pour la puissance anglo-américaine et la finance cosmopolite internationale. Donc, la destruction de la Russie est une condition sine qua non du containment de la Chine. C'est fondamental. C'est pour ça que la Chine, très consciente de cette réalité-là, soutient la Russie. C'est pas parce qu'ils s'apprécient, c'est pas parce qu'ils s'adorent. En réalité, historiquement, les Chinois et les Russes se détestent,
mais c'est parce que nécessité fait loi. Et donc la Russie a les loups non seulement à ses frontières, les hyènes occidentales à ses frontières, mais même à l'intérieur même de son pays, avec les forces dont j'ai parlé, les forces intérieures qui veulent mener la révolution de palais qui les amènera au pouvoir en collaboration avec la finance internationale. Il y a aussi un jeu qui est mené contre l'Allemagne, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est l'Europe. L'enjeu n'est pas la Russie en elle-même, c'est ce que va faire l'Europe face à la Russie. Les puissances financières thalassocratiques veulent empêcher que l'Europe ne noue un partenariat stratégique avec la Russie, moyennant quoi les deux deviennent invincibles. Donc c'est une bataille pour le contrôle de l'Europe, et il faut empêcher la jonction. Donc il y a un jeu qui, en parallèle à l'action menée contre la Russie qui vise à détruire la Russie, il y a un jeu qui consiste à éviter que l'Allemagne, qui dirige aujourd'hui économiquement l'Europe, ne noue ce partenariat. Toutes les actions qui sont menées contre l'euro aujourd'hui, cette grande monnaie continentale, visent précisément à affaiblir l'Allemagne et à la rendre vulnérable aux attaques de la spéculation internationale. Tsipras, soudainement, était allé en 2013 d'abord à Washington, j'ai suivi sa conférence, il a fait une conférence dans un think tank, la Brookings Institution, qui est un des temples du mondialisme financier anglo-américain, et juif, d'une partie du judaïsme, parce que le judaïsme n'est pas unifié là-dessus, je le dis, je le répète, c'est important à comprendre. Donc d'une partie de ce judaïsme aussi bancaire qu'on trouve à Wall Street, aux côtés de certains protestants, etc. Il a fait un topo, et en gros, il a prêté allégeance. Donc il a dit, rassurez-vous pour l'OTAN, je ne touche à rien, etc. Moi, je veux juste, en interne, pouvoir faire mon petit programme, et il faut que quelqu'un passe à la caisse, et ce quelqu'un, ce sont les Français et les Allemands, c'est-à-dire le noyau carolingien de l'Europe. Donc il faut que les Européens du Nord passent à la caisse, et prennent à leur charge nos dettes, moyennant quoi nous allons faire une relance, c'est-à-dire nous allons nous réendetter auprès de qui? Eh bien évidemment auprès de Wall Street et de la City. Donc il y a une alliance objective entre cette finance anglo-américaine et les gauchistes d'Athènes pour déstabiliser l'Allemagne en faisant porter le poids de cette dette sur le dos des Allemands et ainsi fragiliser l'euro et la puissance de l'Allemagne dans l'Europe. Parce que l'Allemagne aujourd'hui a acquis un poids tel sur le continent qu'elle peut potentiellement se retourner vers la Russie. Je vous signale au passage que c'est Pigasse, Mathieu Pigasse, qui possède le journal Le Monde, qui est un banquier, je le signale aussi d'origine juive, à la tête de la Banque Lazare, qui a été choisi par Tsipras, notre ami anticapitaliste, et qui avait déjà restructuré la dette grecque, qui avait présidé à la restructuration de la dette grecque en 2012, c'est-à-dire à la prise en charge par l'Europe du Nord et l'Europe continentale des dettes de ce pays-là, qui avait été consenti auprès de qui? Auprès de la finance internationale logée à Wall Street, et notamment auprès de Goldman Sachs. Ce Tsipras réutilise Lazare, donc le même, pour faire le même travail. C'est-à-dire qu'on va demander à la puissance continentale européenne et allemande de prendre à sa charge les frais des manipulations de Goldman Sachs, moyennant les services des gauchistes d'Athènes. Donc tout ça est un jeu extrêmement habile, et si vous écoutez Mélenchon aujourd'hui, sur qui tape Mélenchon? Sur Angela Merkel. Il n'y a aucune critique du comportement des Grecs, il n'y a aucune critique des gouvernements successifs grecs qui ont mené à cette situation de faillite, et c'est une manipulation. Car en fait, le but stratégique de la finance anglaise et américaine est de fragiliser l'euro et de fragiliser la puissance allemande, qui aujourd'hui peut se retourner souverainement vers la Russie. Et ça a été fait au même moment où Merkel a fait une proposition à Poutine. Elle est allée en Hongrie voir Orban. Orban qui est un ami de Poutine, et qui est sur une ligne pro-russe. Merkel fait une proposition. Elle dit aux Russes, calmez le jeu en Ukraine, transigeons sur l'Ukraine, et nous pouvons créer un partenariat de une zone de libre-échange entre l'Eurasie, l'Union eurasiatique et l'Union européenne. Je vous propose un partenariat stratégique économique. Tout l'enjeu est là. Simplement, Angela Merkel n'a pas les coups des franches non plus. Elle ne peut pas décider souverainement de ce qui se passe en Ukraine. Elle peut freiner. Elle a dit encore récemment qu'elle ne voulait pas armer les Ukrainiens dans leur conflit contre la Russie, parce qu'elle a bien compris que le but, ce n'est pas vraiment l'Ukraine, c'est de créer un nouveau mur entre l'Europe continentale et la Russie, et qu'il faut qu'il y ait un torchon qui brûle, et ce torchon, c'est l'Ukraine, et que ça brûle indéfiniment. Or, elle ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, parce qu'elle a besoin d'un partenariat stratégique avec la Russie, ce à quoi avait travaillé d'ailleurs Gerhard Schröder, avec le gazoduc Nord Stream de mémoire, qui envoie du gaz en Allemagne et dont a besoin l'Allemagne.